Un héros surpuissant se réincarne et tombe amoureux du Seigneur Démon. Blade est votre typique otaku délirant qui pense être un héros mais en réalité, c'est juste un gars puant et sans copine qui vit dans le sous-sol de sa mère. Il y a longtemps, l'humanité était en guerre contre des démons, qui étaient brutaux et désireux de mettre fin à l'humanité. Pour mettre fin à cette guerre, le héros et le Seigneur Démon se sont affrontés et ont péri dans cette bataille. Maintenant, des années plus tard, Blade entre dans une prestigieuse académie vêtue de l'uniforme de l'académie. Cependant, contrairement à tous les autres étudiants, qui ressemblent et sonnent comme des enfants d'élite, il agit et se comporte comme un roturier qui a vu des infrastructures modernes pour la première fois. Tous les autres étudiants rient de son comportement, et se demandent d'où vient ce bouffon. Mais Blade s'en moque alors qu'il continue de regarder tout autour de lui. Si regarder ne suffisait pas, il court vers tout le monde, et saisit leurs mains tout en essayant de se faire des amis. Beaucoup d'étudiants sont mal à l'aise avec son comportement. Mais certains rient simplement et acceptent son amitié. Juste au moment où tout le monde rit de ce jeune garçon crédule, ils sentent une aura. Émergeant des couloirs, ils deviennent rapidement silencieux. Blade est confus par leur comportement et demande ce qui se passe, mais ses amis récemment devenus lui enjoignent de fermer sa bouche alors qu'une fille au regard tsundere, aux cheveux rouges flamboyants s'approche d'eux. Les amis de Blade lui informent de l'identité de la fille, qui appartient à une famille noble appelée Flamand nommée Ernest. Ernest s'approche du groupe de Blade et demande ce qui se passe. Alors, l'ami de Blade le trahit immédiatement et informe Ernest qu'il est un nouveau à l'académie, essayant donc de se faire des amis. Ernest regarde Blade et se demande d'où vient ce clown. Depuis qu'elle le trouve en train d'essayer de se faire encore plus d'amis. Elle l'arrête et lui ordonne de maintenir la discipline à l'académie, mais Blade est confus et lui demande ce qu'il y a de mal à se faire des amis. Sa réponse honnête la déroute, donc elle ne sait pas comment réagir. Au lieu de cela, elle commence à agir comme une tsundere, tout comme toutes les autres filles animes aux cheveux rouges sur la planète. Les gens autour d'eux ont peur et s'enfuient. Ce qui contrarie Blade qui veut se faire plus d'amis. Il voulait se faire 100 amis. Le gars pense qu'il est Komi-san de Komi-san ne peut pas communiquer. Ernest se calme aussi et lui conseille de bien se comporter à l'académie alors qu'elle affiche sa noblesse et son statut. Voyant cela, Blade lui demande de l'aider car il cherche le bureau du directeur, mais il n'arrive pas à le trouver. Ernest devient douce en entendant cela et l'emmène au bureau du directeur. Ils entrent tous les deux dans le bureau du directeur, mais Ernest perd rapidement son calme quand elle remarque l'homme assis sur la chaise du directeur. Elle le salue rapidement en tant que sa majesté royale et lui demande son but ici. Elle lui dit aussi combien elle l'admirait. Il salive en louant sa force, etc. D'un autre côté, le roi Gilgamesh est habitué à ce genre de comportement et lui demande d'être à l'aise. Pendant que tout cela se passe, Blade reste là, indifférent au monde. Il semble un peu agacé. Son attitude insouciante met très en colère la fan de Ernest, qui lui demande s'il a la moindre vénération pour sa majesté royale. Pendant ce temps, Ernest lui demande ce qu'il fait ici, et Gilgamesh répond que l'ancien directeur a pris sa retraite, alors il a pris sa place. Il demande à Blade s'il n'est pas digne, mais avant qu'il puisse répondre, Ernest intervient et commence à louer la force et la sagesse de Gilgamesh. Après avoir entendu ses louanges, Gilgamesh demande à Ernest de dégager, car il veut avoir une conversation tranquille avec son garçon Blade à propos de certaines affaires. Ernest quitte la pièce à contre-cœur, ce qui ne laisse que Gilgamesh et Blade dans la pièce. Maintenant que la merde ennuyeuse est partie, Gilgamesh peut enfin demander à Blade s'il est prêt à devenir un héros. Sans réfléchir, la première réponse de Blade est non. Il dit à Gilgamesh qu'il a rejoint cette académie pour se faire des amis et non pour devenir un héros. Cependant, Gilgamesh l'encourage toujours à devenir un héros car cela serait formidable pour l'humanité. Cependant, Blade rejette son argument en affirmant qu'il n'y a pas de menace du Seigneur Démon cette fois, donc il n'y a aucune raison pour lui de devenir un héros. Gilgamesh se sent abattu et ne sait pas comment le convaincre. Il demande simplement à Blade de rester à l'académie, afin que peut-être un jour, il pourra le convaincre de devenir un héros, son héros. Plus tard, Blade se dirige vers la zone d'entraînement où tous les étudiants de classe supérieure s'entraînent. Là, il croise à nouveau Ernest qui lui demande ce qu'il fait ici car cette zone d'entraînement est réservée uniquement aux étudiants de classe supérieure. Blade ne dit rien et sort simplement sa carte de promotion récemment obtenue. Ernest est choqué de voir un nouveau l'obtenir dès son premier jour à l'école. Elle l'accuse de falsification, mais Blade ne se soucie pas, il est juste là pour se faire plus d'amis. Un par un, il salue tout le monde et essaie de se lier d'amitié avec eux, contrairement aux étudiants du matin. Tous ces gars ne veulent pas perdre leur temps, car ils veulent simplement s'entraîner. Ernest l'arrête aussi et lui demande de partir. Blade ne comprend pas sa question et lui demande pourquoi. Elle lui dit que s'il veut s'entraîner ici, il doit d'abord montrer ses compétences. Blade n'a pas de problème à montrer son talent, alors il lui demande comment il pourrait prouver sa capacité. Elle le conduit au test qui consiste à couper un mannequin, qui a plusieurs couches d'armure attachées. S'il peut trancher 3 pièces d'armure, il serait qualifié. Blade lui dit que c'est un jeu d'enfant pour lui alors, qu'il prend une épée du sol et prend sa position. Contrairement à son apparence, sa position semble professionnelle mais bientôt tout le monde est choqué lorsqu'il réalise que sa position est semblable à la légendaire posture du dragon dans les mythes.
Blade n'est pas perturbé par leurs expressions et utilise son mouvement contre le mannequin. Cependant, la quantité de force destructive anéantit non seulement le mannequin mais aussi le mur du château derrière lui. Cependant, ce n'est pas le seul dommage causé sur le terrain d'entraînement, car la force de son épée anéantit également l'uniforme d'Arnist qui met en valeur son corps féminin esthétique au sommet. Bien que la personnalité d'Arnist ne soit pas très bonne, son corps est unique en son genre. Plus tard, Arnist prend son déjeuner à la cafétéria quand Blade s'approche d'elle et s'assoit. Arnist est choqué qu'il se soit assis à sa table, car personne n'a jamais osé le faire auparavant. Tous les étudiants s'attendent à ce qu'Arnist s'envole de rage, mais étonnamment, elle reste calme. Surtout après qu'elle réalise que Blade n'est pas un gars ordinaire et possède un immense pouvoir. Blade est heureux de déjeuner avec elle car il la considère maintenant comme l'une de ses amies. Arnist, qui n'a jamais eu d'amis auparavant, ne sait pas comment réagir, alors elle reste silencieuse avec le visage rouge. Plus tard dans la nuit, elle entre dans sa chambre et pense à toute la journée quand soudain elle commence à ressentir des pensées maléfiques. Elle réalise que cela vient de l'épée maléfique devant elle, alors elle essaie de la calmer, mais cela demande tous ses efforts, ce qui la laisse épuisée. Le lendemain, elle est impolie avec tout le monde et se fâche pour des choses insignifiantes. Blade se demande si elle a ses règles, mais plus tard, il la voit se battre avec tout le monde. Cependant, personne ne peut la battre, alors elle continue de défier les autres. Sophie, qui est l'une des meilleures élèves, accepte son défi mais est également vaincue. Cependant, à ce stade, Arnist est également épuisée mais elle ne veut pas s'arrêter. Quand elle remarque que personne n'accepte son défi, elle défie Blade. Blade accepte son défi mais soudain Arnist devient folle et est sur le point de semer le chaos. Blade l'arrête alors qu'elle s'évanouit. Blade l'emmène à l'infirmerie où elle se réveille et devient inquiète. Elle demande à Blade si elle a blessé quelqu'un, mais il lui assure que tout va bien. Après un moment, une infirmière entre et conseille Arnist. Restez au lit, mais Arnist ne veut pas et quitte la pièce. Elle lui ordonne aussi de ne parler de ça à personne d'autre. Cependant, Blade lui dit qu'il peut l'aider avec l'épée. Arnist est choqué et lui demande comment il sait ça. Alors Blade lui dit simplement qu'il ne sait pas grand-chose, mais que l'épée est extrêmement maléfique. En entendant son explication, Arnist lui raconte toute l'histoire de comment elle a obtenu cette épée en premier lieu. Elle lui dit qu'elle a hérité cette épée du trésor de sa famille quand elle n'avait que 5 ans. Depuis ce jour, elle essaie de contrôler cette épée maléfique mais elle est trop puissante et elle craint de perdre le contrôle. Cependant, Blade propose de l'aider à conquérir la grande épée maléfique qu'elle tient. Arnist s'inquiète de ne pas pouvoir gérer cette grande épée maléfique épaisse. Mais Blade lui assure qu'elle va gagner. Avec son assurance, Arnist n'a plus peur alors qu'elle relève le défi et rencontre enfin le démon à l'intérieur de l'épée maléfique. Le démon essaie de la consumer mais Arnist le consomme d'abord et conquiert l'épée maléfique. Cependant, cela la laisse sans énergie et sans vêtements. Alors Blade la rattrape en admirant sa silhouette. Le lendemain, toute l'école est choquée quand ils découvrent que la princesse arrogante et hautaine est devenue une waifu submissive et facile à dominer. Plus tard, tout le monde s'entraîne dans le terrain d'entraînement quand l'un des gars cool. Là-bas, Leonard essaie de frapper Blade mais il continue d'esquiver son épée. Cela le mettrait en colère, il continue d'attaquer, jusqu'à ce que, finalement, Arnist entre dans le cadre, alors il s'arrête un moment. Blade regarde Arnist et se demande si elle a l'air différente. Cela fait rougir Arnist, qui est heureuse que son coup de cœur l'ait enfin remarqué et devient une mignonne jeune fille amoureuse. Cependant, après avoir réfléchi un moment, Blade ne trouve rien de différent. Alors il se dit peu importe. Cela fait tomber le pauvre Arnist de son siège de choc, mais d'un autre côté, son admirateur Leonard se met en colère contre Blade et commence à brandir son épée à nouveau. Cependant, Blade parvient facilement à esquiver toutes ses attaques, jusqu'à ce que Leonard finisse par se fatiguer et tombe. En voyant cela, Arnist intervient et demande à Leonard de s'améliorer et de continuer à s'entraîner. Pendant ce temps, Blade remarque Sophie en train de s'entraîner seule, alors il demande à Arnist s'il peut l'aider. Arnist lui donne la permission, alors il se dirige vers Sophie et il demande pourquoi elle s'entraîne uniquement avec ses poings. Sophie répond que ce sont tous ses seuls moyens. En entendant sa réponse, Blade propose de lui apprendre à se battre avec une épée. Sophie demande si c'est un ordre, mais Blade ne perçoit pas le sens de ces mots et lui assure qu'il l'aide simplement parce qu'il la considère comme une amie. Cependant, juste au moment où ils vont commencer à s'entraîner, la cloche sonne, car tout le monde est renvoyé parce que le cours est terminé. Blade se plaint, mais Arnist lui dit que c'est sa faute d'avoir traîné aussi longtemps. Malgré cela, il parvient encore à faire quelques exercices supplémentaires. Il est temps d'entraîner Sophie au terrain d'entraînement. Il lui apprend comment infuser l'épée de magie et la trancher à travers l'armure avec facilité. Au début, Sophie a du mal avec cette application, mais bientôt, elle s'y habitue et commence à performer parfaitement. Ses talents surprennent même Blade, qui la félicite pour ses efforts. Sophie est heureuse de recevoir ses compliments et demande si elle est assez digne pour battre Arnist, mais Blade répond négativement, car Arnist est devenu encore plus fort après avoir maîtrisé la grande épée du mal. En entendant cela, Sophie saute, attrape Blade par le cou avec ses cuisses et le fait tomber. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin d'épée car ses poings sont toujours la meilleure arme pour elle.
Plus tard, Blade est dans le bureau du principal où Gilgamesh s'excuse auprès de lui pour l'avoir forcé à devenir un héros et lui demande comment se passe sa vie à l'académie. Blade lui dit qu'il s'est fait beaucoup de nouveaux amis, surtout Sophie, en lui parlant de la façon dont il s'est entraîné avec elle. Gilgamesh n'est pas surpris car il sait qu'une chose comme ça allait arriver. Il lui parle donc de la vérité sur Sophie. Il lui explique que Sophie est un vaisseau artificiel incomplet créé par une organisation douteuse pour reproduire les pouvoirs du grand héros. Sophie est la 12e version du vaisseau et la seule. Celui qui s'est jamais approché de celui du grand héros. Cependant, bien qu'elle soit encore incomplète, Blade se met en colère contre lui-même, car il est le grand héros que l'organisation douteuse essayait de reproduire. Il demande à Gilgamesh comment il peut aider Sophie, mais il lui dit qu'il doit la faire se sentir vivante à nouveau. Blade demande à différentes personnes comment se sentir vivant à nouveau. Certains lui répondent que c'est la jeunesse et d'autres que c'est l'amour. Après avoir reçu beaucoup de réponses, il demande à Ernest au sujet des rendez-vous. Elle lui dit donc que lors d'un rendez-vous, une personne va visiter la ville, visiter beaucoup de boutiques, et manger beaucoup de délicieux plats avec son partenaire. Blade la remercie et part à la recherche de Sophie pour le rendez-vous. Il se précipite dans le vestiaire où Sophie et d'autres filles changent leur robe et lui demande si elle est prête à sortir avec lui. Sophie demande si c'est un ordre, mais après avoir entendu la réponse de Blade, elle accepte de sortir avec lui. Cette nouvelle parvient aussi à Ernest. Elle décide donc de suivre Blade et Sophie avec 2 autres filles qui deviennent rapidement ses amies. Sophie et Blade arrivent à l'heure au lieu convenu et commencent leur rendez-vous. Ils mangent ensemble et boivent même dans le même verre. Ils visitent beaucoup d'endroits et à la fin, ils s'assoient devant une fontaine où Blade dit à Sophie qu'elle est sa bonne amie. Sophie est heureuse alors elle décide de lui dire la vérité. Elle lui dit qu'elle est incomplète et un vaisseau pour un grand héros. Elle lui montre ses pouvoirs qui sont de défier les lois de la physique et elle peut même arrêter le temps. Cependant, elle ne peut utiliser ses pouvoirs que pendant 10 secondes. Blade décide aussi de lui dire la vérité, en lui expliquant qu'il est un grand héros. Cependant, il lui dit qu'il a perdu ses pouvoirs et qu'il est maintenant un homme ordinaire. Après s'être confié sur leurs secrets les plus profonds, ils deviennent encore plus proches l'un de l'autre. Le lendemain, Blade déjeune à la cantine avec ses amis quand de la nourriture lui colle au visage. Alors Ernest propose de lui essuyer le visage avec son mouchoir, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Sophie saisit l'occasion et lui essuie le visage avec ses mains. Cela rend Ernest jalouse car elle n'aime pas que Blade reste proche d'autres filles. Juste à ce moment-là, quelques autres étudiants s'approchent d'eux et s'asseyent avec eux. Ils parlent des examens à venir et de la façon dont le directeur passera l'examen en leur faisant combattre sa bête magique. Contrairement à Blade qui reste calme face à cette situation, tout le monde est excité car les bêtes magiques ne sont pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Cependant, Blade s'en fiche et il appelle même Gilgamesh un fanfaron, ce qui offense Ernest, une grande fan de Gilgamesh. Juste au moment où elle s'apprête à dire quelque chose, l'école commence à trembler, et tout le monde panique. Il se lève et court dehors pour voir ce qui se passe. Dehors, à la cafétéria, un énorme dragon est en train de se battre contre des soldats humains. Blade remarque le combat et saute directement dans le ciel, puis donne un coup de poing au dragon sur la tête. Le dragon tombe et commence à gémir devant Blade. Blade ouvre la bouche du dragon et met le curry tonkatsu brûlant directement dedans. Le dragon n'a jamais mangé un curry aussi délicieux, qu'il crache des flammes en priant. Blade se détourne du dragon et regarde tout le monde, qui lui rend son regard comme s'il était un monstre. Blade ressemble à Aito Plague en réalisant qu'il a trop forcé. Pour se défendre, il essaie de justifier que ce dragon n'est qu'un enfant et pas même un adulte, et qu'un étudiant normal peut le battre. Cependant, personne n'achète ces conneries alors qu'il continue de le fixer et même de s'éloigner de lui. Juste au moment où il veut dire quelque chose, le dragon derrière lui éclate en lumière vive et se transforme en une jeune fille. Elle saute sur Blade et l'appelle son parent. Cependant, Blade ne sait pas comment réagir et essaie de nier son existence. Cependant, l'autre élève le pousse sur lui et lui demande de s'en occuper puisqu'il l'a vaincu en premier lieu. C'est ainsi que le pauvre Blade se retrouve coincé avec une dragonne Loli têtue. Plus tard dans la nuit, il la baigne quand Arna entre dans sa chambre et lui dit à propos des choses qu'elle a découvertes sur la dragonne Loli que Blade a nommée Ku. Elle lui dit que les dragons sont très arrogants mais une fois qu'ils sont vaincus par une autre créature, ils prennent leur forme. Donc, dans le cas de Blade, il a vaincu le dragon et il est humain, donc Ku a pris une forme humaine. Blade est éclairé après avoir entendu toutes ces informations. Arna continue de parler mais s'arrête quand elle réalise qu'il est nu devant elle. Ce qui la rend timide alors qu'elle lui donne un coup de pied au visage et s'enfuit. Blade ne comprend pas la raison de sa colère et l'appelle une femme stupide. Même Ku le soutient là-dedans, car les femmes sont stupides quand il s'agit de faire des choses stupides. Plus tard, Blade déjeune à la cafétéria une fois de plus, quand il remarque le regard hostile d'Arna sur lui. Il réalise que c'est probablement à cause de Ku qui est assis sur ses genoux et l'oblige à la nourrir. Elle dit fièrement à tout le monde que même si elle sait se nourrir, la nourriture donnée par ses parents est encore plus délicieuse. Tout le monde devient ému après avoir entendu son discours et certains essaient même de la nourrir. Cependant,
Ku déteste tous les autres humains sauf ses parents parce qu'elle est forte. Après avoir dit cela, elle se lève et dit à Blade devant tout le monde qu'il doit l'embrasser chaque matin et la nourrir. Il lui tient la main pendant qu'elle est assise sur ses genoux. Tout le monde regarde Blade avec hostilité en lui demandant s'il donne des bisous du matin à Ku, mais Blade leur assure qu'il ne l'a jamais fait. Ku se fâche en entendant cela et ment devant tout le monde, en disant qu'il regarde le corps des femmes adultes. Cela renforce encore plus leur hostilité envers lui, car il le boycotte à partir de ce moment. Plus tard, tout le monde s'entraîne sur le terrain d'entraînement quand Blade leur demande s'il peut rejoindre, mais Arnist et les autres le rejettent, à cause de ce qu'ils ont entendu de Ku ce matin. Pendant que le pauvre Blade est assis tout seul, Ku apparaît derrière lui et elle propose de s'entraîner avec lui. Blade est enthousiaste à l'idée de s'entraîner avec Ku car elle est vraiment forte. Cependant, son attention se détourne rapidement lorsqu'un autre groupe d'étudiants lui demande de les rejoindre. Alors qu'il leur parle, il se souvient de Ku et regarde derrière lui mais ne trouve personne. Il a peur et commence à la chercher partout. Pendant ce temps, ailleurs, un groupe d'étudiants s'entraîne quand ils remarquent Ku qui les fixe. L'un d'eux demande à Ku si elle veut les rejoindre mais Ku se fige. Hautaine refuse leur demande et les traite de faibles. Après avoir dit des choses méchantes, elle s'enfuit mais trébuche sur Blade qui lui demande de revenir avec lui car c'est l'heure du dîner. Ku devient excitée et lui dit qu'elle veut manger du curry encore, mais cette fois un peu moins épicé. Plus tard dans la nuit, Blade et Arnist parlent de Ku alors. Blade dit à Arnist qu'il veut que Ku se fasse des amis. Arnist le soutient dans sa décision et lui dit qu'il est un bon parent et qu'elle l'aidera chaque fois qu'il aura besoin d'elle. Après avoir parlé avec Arnist, Blade s'apprête à retourner dans sa chambre quand il trouve Ku assis sur le toit d'un bâtiment, regardant les deux lunes. L'une est grande et l'autre est petite. Ku les appelle parents et enfants et lui dit qu'elle, quand elle était dans le désert, elle regardait toujours la lune et voulait avoir un parent. Le lendemain soir, Blade revient dans sa chambre et trouve Ku en train de jouer avec tant de poupées qu'elle a nommées d'après tant d'élèves de l'école. Blade réalise que sa fille souffre de l'événement canon de ne pas avoir d'amis, alors il décide de faire quelque chose pour elle. Mais il est désespéré, alors il ferme la porte et commence à se cogner la tête contre le mur. Arnist l'arrête et lui dit qu'il doit arrêter. Elle apprend de lui à propos de Ku et décide de l'aider. Elle l'informe qu'un Ku semblable à un dragon n'acceptera pas d'amis faibles, alors ils doivent rassembler tout le monde à l'école pour la vaincre afin qu'elle puisse les accepter comme ses amis. Le lendemain, ils supplient tous deux tout le monde de les rejoindre dans leur plan. En voyant cela, d'autres amis à eux commencent aussi à les supplier, pour que les élèves n'aient pas d'autre choix que d'accepter leur demande. Gilgamesh en profite aussi pour entraîner les élèves et leur permettre. Bientôt, l'événement est organisé car Ku doit affronter tous les élèves et les vaincre. Le combat commence lorsque tout le monde arme ses armes et les pointe vers Ku. Cependant, Ku est sans peur malgré le fait d'affronter des centaines d'élèves et utilise sa queue pour les frapper et les disperser, afin que leurs attaques ne lui soient pas nuisibles. Arnist s'en rend compte, alors elle ordonne à tous les soldats et les fait obéir à ses ordres. Elle leur ordonne de former des formations pour ne pas être aussi dispersés, ce qui donnerait à Ku l'occasion de les submerger. Sous la direction d'Arnist, la bataille commence à bien se dérouler. Elle ordonne d'abord à tous les étudiants d'attaquer Ku avec des attaques à distance. Cependant, cela ne change rien car les écailles de Ku sont trop épaisses pour être percées. Gilgamesh observe également la bataille et fait la même remarque, mais Blade lui assure que le groupe va gagner et conseille Gilgamesh de continuer à observer. Comme Blade l'avait prédit, les attaques à longue portée n'étaient qu'un leurre car les vraies attaques proviennent d'armes à courte portée mais malheureusement, les étudiants sont très faibles tandis que les défenses de Ku sont très solides. Ku remarque également leur stratégie et devient donc agressive, et commence à attaquer comme une folle, avec leur formation. Les étudiants peuvent défendre leurs attaques mais leur formation n'ont pas beaucoup de puissance donc ils se font facilement submerger. Arnist réalise qu'ils doivent se dépêcher. Sinon Ku va leur botter les fesses en un rien de temps. Elle ordonne une fois de plus à tous les étudiants de se rassembler en formation et d'attaquer Ku. Pendant qu'elle demande aux guérisseurs de soigner les blessés, elle se prépare également à son attaque en déchaînant un chaos de feu sur Ku. Après son attaque, Sophie attaque Ku et ne lui laisse pas le temps de se remettre. Et si cela ne suffisait pas, Linerd a déjà creusé un trou sous Ku, ce qui fait tomber Ku dans une fosse, donnant encore plus de temps aux étudiants pour se remettre et attaquer. Arnist aussi dépense toute sa force et continue à lancer de grosses attaques. Sophie utilise également sa grande capacité héroïque pour amplifier la gravité sur son poing et la frappe sur Ku, ce qui la pousse encore plus profondément dans le sol. Blade félicite le groupe pour avoir gagné la bataille en descendant et en disant à Ku, maintenant que les humains l'ont vaincu, elle devrait leur présenter des excuses pour les avoir traités de faibles et se faire des amis avec eux. Ku est encore un peu arrogante mais après avoir pris quelques coups de Blade, elle devient docile et se lie d'amitié avec tout le monde. Plus tard, le groupe célèbre la victoire en organisant un festin dans la cafétéria. Ils mangent tous de la nourriture délicieuse sans se soucier du monde. Cependant, il y a une personne qui ne se soucie de rien et continue de manger. Cette personne n'est autre qu'Arnist. Blade remarque que quelque chose est différent chez Arnist et ne peut s'empêcher de réfléchir. Voyant cela, tout le monde essaie de l'empêcher de dire ce mot interdit mais Blade est un mâle sigma et critique Arnist pour être gros comme un cochon.
Cela contrarie Arnist qui commence à se plaindre et à se lamenter que elle ne peut pas s'empêcher quand il y a tant de nourriture délicieuse dans le monde. Blade lui demande de se remettre et lui conseille de faire régime. En tant que fille, cela bouleverse Arnist, alors elle s'enfuit en pleurant. Tout le monde traite Blade de mec parce qu'il traite une jolie fille, qui n'est qu'une jolie cochonne à ce stade très grossièrement. Et ce n'est pas tout, Blade ne se soucie pas de leurs paroles jusqu'à ce qu'il lui fasse réaliser qu'Arnist pourrait rompre leur amitié avec lui. Cela contrarie Blade, qui veut se faire beaucoup d'amis. Il demande leur aide mais ses soi-disant amis le rejettent, parce qu'il les a traités comme s'ils n'étaient rien auparavant. 3 jours passent et Arnist n'apparaît pas à l'académie. Cela inquiète tout le monde pour elle, alors il force Blade à aller s'excuser auprès d'elle. Blade étant ce qu'il est, leur dit qu'Arnist est une guerrière forte et ne sera pas offensé par ces mots, mais après avoir reçu une tonne de leçons du groupe. Il est contraint de se rendre dans la chambre d'Arnist et de s'excuser auprès d'elle. Il ouvre la porte et entre à l'intérieur et trouve Arnist en train de manger toutes sortes de sucreries tout en pleurant en même temps. Elle a encore pris du poids, ce qui inquiète tout le monde. Pour sa santé, ils encouragent Blade à faire quelque chose. Cependant, Blade a tiré des leçons de ses erreurs la dernière fois et adopte une approche plus douce cette fois. Mais cela ne fonctionne pas, alors le groupe l'encourage à se mettre en mode mal Sigma et à la harceler. Blade ne souhaite rien de plus que ça et devient un vrai harceleur avec la pauvre Arnist, la harcelant jusqu'à ce qu'elle accepte finalement de suivre un régime et un programme de perte de poids. Cela marque le début du parcours de perte de poids d'Arnist, qui court et fait de l'exercice tous les jours pour perdre du poids. Elle ne mange aussi que quelques bouchées par jour, pour brûler les calories plus rapidement. Pour terminer l'entraînement, le groupe l'emmène dans un sauna chaud pour augmenter son métabolisme. Mais Arnist ne veut pas supporter autant de douleur et sort de la pièce en courant. Cependant, les filles l'arrêtent et la forcent à se tenir sur une balance pour mesurer son poids. Arnist est un peu hésitante mais après avoir reçu un peu de motivation, elle s'approche de la balance et se tient dessus. La pauvre balance n'est pas capable de supporter son poids et se casse, tout comme ta mère. Blade regarde cela depuis le haut de la pièce, et se moque d'Arnist pour avoir cassé la balance. Cela la rend très en colère alors elle lance des pièces cassées sur lui pour le punir d'avoir ri. Plus tard, Arnist réalise qu'il ne lui reste qu'un choix. Si elle veut perdre du poids, c'est de surmener son énergie, pour que son corps convertisse toutes les calories en énergie. Elle emmène Blade dans la zone d'entraînement et invoque l'esprit de son épée qui la consume entièrement. Le surmenage de l'énergie la rend mince mais cela la rend aussi très affamée. Elle commence à semer le chaos mais bientôt elle se fatigue et revient à sa forme originale, et tombe dans les bras de Blade, une fois de plus sans ses vêtements. Un jour, Blade est assis dans le bureau de l'infirmerie devant l'infirmière. L'infirmière lui dit qu'il a récupéré environ 30%. Blade s'excite et demande s'il peut utiliser 30% de sa puissance. Mais l'infirmière lui donne un coup sur la tête et le prévient qu'il pourrait mourir s'il utilise même 30% de sa puissance. Plus tard, Blade marche dans le couloir de l'école quand il tombe sur Maria. Maria est une belle fille qui est un peu timide. Elle ne parle jamais à personne à moins que ce ne soit vital. Elle s'approche de Blade et lui dit de la désactiver. Blade ne comprend pas au début et lui demande de répéter. Cette fois, elle lui dit qu'elle veut qu'il mette fin à son séjour sur cette planète. Dans la cafétéria, l'ambiance est un peu solennelle alors que Maria s'assoit devant tout le monde et révèle sa véritable identité. Elle informe tout le monde qu'elle n'est pas humaine mais une demi-démon aussi. Ses adorables longues oreilles comme celles des elfes bougent lorsqu'elle les découvre. Blade connaissait déjà son identité, donc il n'est pas surpris, mais à ses côtés, tout le monde est choqué. Cependant, leur choc ne se traduit pas par de la haine, car ils tiennent toujours à Maria autant qu'à n'importe quelle autre personne de leur groupe. Cependant, Maria aborde le sujet réel, alors qu'elle explique à tout le monde que dernièrement, elle a un peu de mal à maîtriser ses pouvoirs. Elle pense qu'il y a une entité maléfique en elle qui veut tout ruiner. Elle vient d'en parler quand la tasse dans sa main se brise alors qu'elle demande rapidement à tout le monde de reculer. Elle a peur de blesser tout le monde autour d'elle, c'est pourquoi elle a demandé à Blade de mettre fin à sa vie misérable plus tôt. Cependant, Blade ne veut pas se salir les mains, alors il propose plutôt de combattre l'entité maléfique en elle et une fois vaincue, Maria pourra reprendre pleinement possession de son corps. Ils élaborent tous un plan parfait pour combattre l'entité maléfique et après des heures de planification, ils se dirigent enfin vers le terrain d'entraînement pour pouvoir libérer pleinement leur pouvoir sans craindre de blesser qui que ce soit d'autre. Sur le terrain d'entraînement, Maria se tient seule tandis que tout le monde se tient devant elle, les armes pointées sur elle. Blade lui fait signe de lâcher prise et de laisser l'entité en elle sortir. Maria suit les instructions de Blade et lâche prise alors qu'une aura oppressive commence à rayonner de son corps, et l'air autour d'eux devient lourd. Les étudiants n'ont jamais ressenti une telle pression auparavant et bientôt leur peur se réalise quand l'entité maléfique prend complètement le contrôle du corps de Maria. Avec le contrôle sur le corps de Maria, elle est devenue encore plus belle et impressionnante au point que même les filles ne peuvent s'empêcher de saliver, sans parler des autres garçons. Cependant, quand ils remarquent la marque sur son front, ils se font dessus car c'est le même symbole qui appartenait autrefois au roi démon. Ils se demandent si l'entité est un roi démon, mais Blade, qui a déjà combattu le démon roi lui-même, sait que l'aura est similaire mais qu'elle n'est pas le roi démon. Cependant, il leur demande de rester prudents car
Le pouvoir est bien trop grand pour qu'il puisse le gérer. Cependant, les étudiants sont devenus trop arrogants après avoir vaincu Q la dernière fois, donc, ils pensent qu'ils peuvent vaincre Maria par eux-mêmes. Mais Maria, c'est comme non, je vais vous écraser et elle gifle tout le monde jusqu'à ce qu'il ne puisse même plus se tenir debout. Le premier à l'affronter est Arnist qui est maintenant étendu, nu par terre après avoir utilisé sa dernière forme. Le deuxième à devenir arrogant est Linard, qui est maintenant allongé par terre, lui aussi blessé. Le troisième est un duo composé de Sophie et Q, qui s'en sort plutôt bien en combinant leur stratégie, mais cela s'avère inutile et ils sont éliminés aussi. L'entité démoniaque rit hautainement en se moquant d'eux pour leur faiblesse. Mais Blade se place devant elle, sort son épée et la pointe vers son visage. Cependant, Maria Maléfique rit de lui et lui demande ce qu'il peut faire avec sa petite épée. Blade lui répond que c'est une épée moyenne et prend sa posture face à elle. Mais Maria Maléfique bloque facilement son attaque et lui demande de devenir sérieux s'il veut la battre. Blade sourit aussi en commençant à libérer sa puissance. Mais ce n'est toujours pas suffisant, car sa petite épée est trop faible pour supporter sa grande force. Alors elle se brise en morceaux. La méchante Maria rit encore une fois et lui demande ce qu'il ferait, maintenant que son épée est brisée irréparablement. Blade est aussi un peu déconcerté parce qu'il ne peut pas utiliser pleinement sa force sans épée. Arnist regarde tout cela de côté, alors elle lui propose son épée. Blade accepte l'épée et demande à l'esprit à l'intérieur de supporter sa force et de ne pas se briser alors qu'il libère pleinement 30% de sa force que son corps peut désormais supporter. La frappe vers la méchante Maria comme une flamme déchaînée. La méchante Maria crée une barrière pour l'arrêter, mais la force de Blade est trop forte pour sa faible barrière et elle se brise facilement. Cependant, utiliser autant de son pouvoir fait aussi tomber Blade, et ses blessures se ravivent une fois de plus. Plus tard, Blade se réveille et se trouve dans le bureau de l'infirmerie. L'infirmière l'embrasse immédiatement et commence à pleurer de joie. Elle le réprimande aussi pour avoir risqué sa vie, alors qu'elle lui dit de ne pas utiliser ses pouvoirs. Blade s'excuse et essaie de promettre qu'il ne le refera pas. Il demande des nouvelles des autres gars et l'infirmière lui assure qu'ils vont bien. Blade sort et trouve Maria qui est toujours sous le contrôle de l'entité maléfique qui s'appelle maintenant Mao. Blade lui demande des nouvelles de Maria. Elle lui répond que Maria est scellée en elle et qu'elle s'est cachée. Elle lui dit la vérité, sa mère était humaine et son père était le roi démon. Mais son père est parti pour du lait et n'est jamais revenu, donc sa pauvre mère l'a élevée seule jusqu'à ce qu'elle meure aussi. Maria a aussi subi beaucoup de racisme pour être à moitié démon, et elle a donc créé une personnalité alternative, qui n'est autre que Mao elle-même. Mao informe Blade que s'il veut ramener Maria, il doit faire en sorte que tout le monde accepte Maria. Alors Blade fait selon ce que Mao lui a dit et demande à tout le monde d'appeler Maria. Et finalement, elle revient et se tient devant tout le monde. Cependant, tout le monde pensait que Mao disparaîtrait, mais Maria a choisi de vivre avec Mao et il changerait de place quand il le voudrait. Blade et les autres se détendent en ville en mangeant du pudding et passent un bon moment relaxant. Ils rentrent à l'académie quand ils remarquent une charrette coincée à la porte de la ville intérieure. Ils s'approchent donc pour voir ce qui se passe. À la place, ils découvrent une gigantesque structure ovale, couverte par un tissu tiré par un centaure. Le centaure reconnaît Blade et s'apprête à l'appeler un grand héros, mais Blade l'arrête et lui ferme la bouche. Le groupe soupçonne qu'il se passe quelque chose et lui demande si elle connaît Blade, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Blade leur dit que ce n'est rien de grave et change de sujet. Ernest et les autres ne croient pas à son excuse mais s'en vont car Blade ne veut pas expliquer. Au lieu de cela, la femme centaure se présente comme Dionée. Elle engage la conversation avec eux pour les occuper en parlant de son grand exploit. Elle leur dit qu'elle a rencontré le grand héros et qu'elle a même voyagé avec lui. Cependant, le grand héros ne l'a pas emmené avec lui au combat final, ce qui l'a beaucoup contrarié, alors elle a juré de devenir forte. Pendant qu'il parle, Gilgamesh arrive sur la scène et demande à Dionée si elle a apporté la charrette. Dionée le salue respectueusement et l'informe qu'elle a bien apporté la charrette. Le roi remercie Dionée pour ses services alors qu'il la présente à Blade et aux autres. Et les informe qu'il va nommer qu'elle soit aussi leur professeur à l'académie. Blade et les autres sont choqués. En voyant cela, le roi leur rappelle que Dionée est plus que qualifiée et qu'elle serait un atout précieux et une enseignante pour eux. Un jour, Dionée se tient devant tous les élèves et se présente comme leur nouvelle professeure. Cependant, elle remarque le doute dans leurs yeux concernant sa crédibilité. Elle décide donc de montrer d'abord ses capacités. Elle déploie toute une gamme du fer le plus fort de la planète, aussi appelé fer divin, et le frappe avec sa lance, qui le transperce. Tout se fait et ils le font sans beaucoup de résistance. Son pouvoir impressionne les étudiants qui ne peuvent s'empêcher de l'admirer. Après avoir montré sa force, Dionée se tient de nouveau devant tous les étudiants et leur annonce qu'elle prendra leur cours à partir de maintenant. Les étudiants applaudissent, ravis d'avoir une si grande enseignante. Ils oublient rapidement que c'est la même personne qu'ils doutaient tous au début. Le cours continue sérieusement et les autres informent d'autres étudiants des exploits passés de Dionée, qui sont impressionnants. Ils leur disent que même le grand héros a déjà chevauché Dionée, ce qui est un peu suspect. Mais ne le prenons pas hors contexte.
Dionée devient gêné après avoir entendu tous leurs compliments, et leur demande d'arrêter, mais ses expressions disent le contraire. Les étudiants sont encore plus impressionnés et ne peuvent s'empêcher de se demander qui est Dionée. Ils remarquent aussi qu'elle est trop proche de Blade et se demandent s'ils se connaissent. Plus tard, Blade lave sa fille Q dans le bain quand il lui demande d'arrêter de faire des bruits étranges et de rester tranquille pour qu'il puisse l'aider à bien la nettoyer. Pendant ce temps, de l'autre côté, les filles prennent aussi un bon bain en se frottant le dos de Dionée, ce qui la pousse à louer leurs compétences. Elles utilisent aussi cette méthode pour obtenir des informations d'elle sur le passé de Blade. Au début, Dionée est têtue et ne révèle rien, mais, après leur torture continue, ce qui est une bénédiction pour elle. Elle avoue qu'elle a rencontré Blade la première fois quand il allait bien. Blade se précipite dans la pièce et essaie de l'arrêter. Mais Arnis l'appelle un pervers pour avoir couru tout droit, mais les autres filles ne s'en soucient pas, car elles savent que Blade n'est qu'un enfant mentalement et ne se soucie pas de leur corps. Pour prouver son point, Jessica lui montre même ses parties intimes, mais Blade ne. Même pas un œil, ce qui les rend curieux de savoir s'il est gay ou quelque chose comme ça. Mais c'est le 21e siècle, alors qui sont-ils pour jugez-vous quelqu'un pour ses goûts et laissez-le faire. Ce serait le cas si ce n'était pas l'époque médiévale, alors ils le jugent pour cela. Cependant, ils lui permettent de rester dans le bain pendant que Dionée ouvre la bouche et dit à tout le monde qu'elle a rencontré Blade quand il n'avait que 5 ans. Selon elle, Blade était comme un animal sauvage à l'époque, car il la prenait pour un cheval et lui a même mordu. Pour prouver son point, elle leur montre même la marque qui fait que tout le monde regarde Blade, ce qui fait que le pauvre gars met la tête sous l'eau, honteux. Cependant, Sophie est reconnaissante que Dionée n'ait dit à personne que Blade était un grand héros et est heureuse que ce ne soit qu'un secret entre elles deux. Cependant, Blade l'informe que Maria le sait aussi grâce à Mao. Cela rend Sophie contrariée alors qu'elle fait la moue en silence, vaincue. Plus tard, le groupe fait à nouveau une sortie. Lorsqu'il remarque un oiseau géant volant dans le ciel, Blade est confus, alors Ernest l'informe que cet oiseau est l'un des oiseaux divins du continent appelé Simmer. Elle l'informe également que ces oiseaux sont inoffensifs et n'attaquent personne à moins que vous ne les provoquiez. Cependant, Ernest est mal à l'aise juste au moment où elle le dit. Le Simmer attaque une carriole à proximité devant eux, ce qui effraie tout le monde. Ernest pointe son épée vers l'oiseau, mais Blade l'arrête. Quand il remarque que l'hostilité dans les yeux de l'oiseau augmente, l'oiseau se calme après qu'Ernest ait baissé son épée et s'envole. Cependant, Blade et Ernest sont toujours confus quant à la raison pour laquelle l'oiseau a attaqué. En premier lieu et réfléchissent en silence quand Blade se souvient de quelque chose et pense à la seule personne qu'il peut imaginer, à savoir Gilgamesh. Pour répondre à leurs questions, il se dirige vers le bureau du directeur où Gilgamesh est assis sur sa chaise avec sa secrétaire Sirène. Ernest fait irruption dans la pièce avec colère et lui pose plusieurs questions. Gilgamesh est stupéfait et lui demande de se calmer alors que il explique qu'il fait cela pour sauver une vie. Selon lui, il a volé un œuf. En réalité non, il a emprunté un œuf au couple Simmered pour les aider à l'incuber. D'après ce qu'il sait, l'œuf de Simmered n'est clos que sous 2 conditions. La première, s'il est incubé dans un nid situé sur un arbre vieux de 10 000 ans ou s'il reçoit directement la lumière du soleil couchant. Après avoir entendu l'explication, Ernest se calme et demande à Gilgamesh quoi faire ensuite. Gilgamesh sourit et les informe que ce n'est pas lui qui fera la prochaine chose mais eux. Il fait de l'éclosion de l'œuf une mission pour les étudiants au nom de la formation. Ernest et Blade ne peuvent s'empêcher de maudire ce salaud d'homme. Le lendemain, Ernest rassemble tous les étudiants et leur demande d'écouter leur commandant, qui n'est autre que Blade. Il se tient devant tout le monde et leur demande de croire en eux-mêmes et d'avoir confiance. Un étudiant demande « Et si nous n'avons pas confiance en nous ?» Pour y répondre, Blade adoucit ses mots et leur assure qu'il croit en eux. Les étudiants sont facilement manipulés par ces mots sucrés et se préparent à se battre pour l'œuf. Après avoir utilisé le travail d'équipe et la collaboration de chacun étudiant, ils peuvent rendre possible l'éclosion de l'œuf. De l'œuf, 2 adorables oisillons éclosent et ils reconnaissent Blade comme leur parent car c'est la première personne qu'ils aient jamais vue. Avec l'ajout de ces 2 nouveaux enfants, Blade a maintenant un total de 3 enfants. Un jour, dans un château sombre et lugubre, Blade pouvait être vu marchant dans le couloir avec une épée ensanglantée à la main. De nombreux autres étudiants essaient de l'arrêter mais ils échouent tous, à même gérer un seul de ses coups. Si cela ne suffisait pas, Blade ne ressent même pas le moindre sentiment après les avoir tués. Il continue à marcher un moment jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté par Sophie qui lui dit de s'arrêter et de poser son épée. Cependant, Blade ne dit rien alors qu'il est dans son élan de griffage et tranche simplement son épée vers Sophie. Cependant, Sophie arrête le temps et l'attaque avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Elle déchaîne des centaines d'attaques en une seule fois. Et relâche le temps alors qu'elle recule, épuisée. Cependant, elle est choquée de découvrir que Blade est complètement indemne sans aucun signe de blessure. Blade remarque son choc, alors il lui explique comment cela fonctionne. Il lui dit qu'il a appliqué un sort de durcissement sur son corps au préalable, donc les dégâts qu'elle lui a infligés étaient nuls. Donc, en multipliant 100 par 0, la réponse que l'on obtient est toujours 0. D'où pas de dégâts. Après avoir expliqué ce qui vient de se passer, il prend son épée et la transperce directement à travers la poitrine de Sophie, mettant fin à sa vie en 1 seconde. Jusqu'à la fin de sa vie, Sophie ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Heureusement,
Tout cela s'est passé en réalité virtuelle, donc aucune personne n'a été blessée. Blade sort de la VR alors que Gilgamesh le félicite pour avoir gagné la bataille royale. Cependant, Blade n'est pas si heureux car il estime que cette technologie est trop cruelle pour les gens, car ils ne peuvent pas différencier le réel de l'irréel. Cela fait rire encore plus Gilgamesh qui fait l'éloge de cette technologie. Son objectif était de créer un monde où la vérité et le mensonge ne peuvent pas être distingués. Mais Blade trouve cela très cruel et se demande si quelqu'un a perdu le contrôle de son esprit après avoir eu toutes les permissions pour se livrer à une tuerie. Mais Gilgamesh lui assure qu'ils mettront de tels événements dans un endroit qui ne semble pas réel, donc il sera facile de distinguer la réalité. Après avoir rassuré Blade, Gilgamesh les remet tous dans la réalité virtuelle mais cette fois, au lieu de les mettre dans un vrai endroit, il les met dans un pays en chocolat plein de douceur. Blade ouvre les yeux et se retrouve dans une maison faite de biscuits en pain d'épices. Il entend la voix de Gilgamesh qui ordonne à tous de sortir et de se battre entre eux, et le dernier à survivre gagnerait le tournoi. Blade ouvre la porte, sort et découvre un tout nouveau monde rempli de rivières en chocolat et d'arbres en bonbons. Alors qu'il admire le paysage, Leonard est en train de charger son attaque contre quelqu'un. Cette personne n'est autre qu'Ernest qui semble a perdu le contrôle et est en train de faire une tuerie. Elle tue sans pitié tous ceux qui se trouvent sur son chemin, et rit aux éclats pour célébrer sa victoire. Pendant ce temps, Claire et Jessica affrontent deux des garçons de leur classe. Cassim et Clay. Les deux gars sont extrêmement arrogants et pensent qu'ils peuvent facilement battre les filles, mais ils les sous-estiment et se font battre par elles. Cependant, les filles ne sont pas aussi chanceuses, car Ernest semble se diriger vers elles. Elle sourit de manière menaçante et avoue combien c'est amusant de tuer des gens au hasard sans en être punie. Alors qu'elle profite de la sensation de jouer avec la vie des gens, notre protagoniste Blade vient l'arrêter. Il lui dit qu'il a promis qu'il l'arrêterait si elle devenait folle. Cependant, ces mots ne suffisent pas à arrêter Ernest qui charge vers Blade. Les conséquences de leur bataille suffisent à détruire toute la zone et même les filles ne sont rien d'autre qu'une victime dans tout cet événement. Le tournoi se termine alors que tout le monde est rappelé dans le monde réel. Blade ouvre les yeux alors que tout le monde le regarde comme un monstre et le félicite d'avoir gagné la bataille royale. Pendant ce temps, Ernest pleure car elle n'arrive pas à croire elle a perdu le contrôle et s'est ridiculisée. Blade essaie de la consoler, mais cela la rend encore plus contrariée. D'autre part, Cassim et Clay sont aussi déprimés car ils ont perdu face à leur crush lors d'un combat. Ils se demandent pourquoi ils ont perdu, et la seule réponse qu'ils reçoivent est de s'améliorer et de corriger leurs problèmes de compétences. Pour cela, ils demandent de l'aide au meilleur homme qu'ils connaissent, Blade. Blade les entraîne très durement et leur enseigne même différentes compétences pour contrer Claire et Jessica. Après plusieurs jours d'entraînement, il les défie dans la réalité virtuelle où, après un combat difficile, ils sont toujours battus parce qu'ils ont appris quelques compétences supplémentaires d'Ernest et d'autres. Les garçons admettent leur défaite et leur assurent qu'ils deviendront encore plus forts et continueront à se battre contre eux. Cependant, Ernest s'approche d'eux et leur demande de confesser déjà, car il serait trop tard s'ils continuent d'attendre pour devenir plus forts que les filles. En disant cela, elle regarde Blade qui ne sait même pas rien de la romance et ne peut s'empêcher de pleurer de tristesse. Ernest et les filles marchent dans la rue lorsque ils remarquent un robot étrange qui les fixe. Claire trouve la douceur et la rondeur du robot très mignonne et commence à le caresser. Elle demande aux autres filles si elles savent ce que c'est, mais personne ne sait sauf Sophie qui leur dit que ça fait une semaine qu'il est là. Elle le sait seulement parce qu'elle a l'habitude de rester prudente et de faire attention à tout ce qui l'entoure grâce au gène du grand héros en elle. Pendant ce temps, Blade aiguise son esprit en essayant de le garder sous contrôle. Cependant, Kou s'ennuie, alors elle interrompt son entraînement et dérange son aura, ce qui provoque une fluctuation et fait que Kou roule en arrière de douleur. Kou se plaint à Blade, alors il lui demande simplement de arrête de te comporter comme un gamin et ne dérange pas son entraînement. Quant à sa raison, le médecin lui a conseillé de ne pas utiliser son pouvoir au-dessus de 15%, donc il a décidé d'affiner son aura pour pouvoir garder son esprit combatif sous contrôle. Cependant, alors qu'il l'explique à Kou, Arnist et les filles entrent sur le terrain d'entraînement, accompagnés du robot étrange qui commence immédiatement à scanner Blade. Cependant, Blade le remarque et passe immédiatement en mode combat, et détruit le robot d'un seul coup d'épée. Bien que cela finisse par détruire son épée, il est tout de même heureux que son entraînement ait porté ses fruits. Les filles se fâchent contre lui pour avoir détruit le robot et alors qu'elles font la leçon à Blade à propos de le robot continue de scanner Arnist et de copier chaque détail la concernant. Bientôt, il se transforme en une fille mignonne avec de gros seins, et devient instantanément soumise et prête à être fécondée. Elle s'approche de Blade et lui demande si cette forme est suffisante. Blade ne comprend pas, alors elle lui explique qu'elle a analysé que les hommes ont un désir profond de protéger les belles femmes, c'est pourquoi elle a pris cette forme. En disant cela, elle commence à attaquer Blade, donc il n'a d'autre choix que de la détruire à nouveau avec des coups d'épée continus cette fois. Arnist et les filles l'appellent un brute pour avoir utilisé la force sur la robot-fille, mais Blade leur demande de se taire et d'attendre un moment. Et juste comme il l'a dit, le robot reprend vie, et se tient devant eux sous sa forme de robot-fille. En voyant cela, Blade est sur le point de dégainer son énorme épée contre elle pour la deuxième fois, mais Arnist le retient.
Blade essaie de lui expliquer que les gardiens comme ces robots sont dangereux. Et s'ils deviennent fous, ils peuvent éradiquer toute une ville. Entendant son explication, le robot dit la même chose en les informant que il est ici pour éradiquer l'existence de Blade, mais pour un moment, il est chargé de l'observer et de l'analyser pour trouver des faiblesses. Blade sort à nouveau son épée, mais Arnist agit comme une chienne et l'empêche de le faire. Claire voit cela comme une opportunité et se dirige vers le robot. Prend sa main et lui demande si elle peut devenir amie avec eux. Cependant, le robot lui demande de rester à l'écart car il éliminera tout le monde sur son chemin s'il essaie d'interférer avec sa mission. Mais Claire lui demande de se calmer et l'informe qu'elle peut l'aider à analyser la faiblesse de Blade et à élaborer un plan pour le vaincre. Arnist et les autres sont d'accord avec Claire et décident d'aider le robot. Claire donne même un nom au robot après avoir regardé son code qui est un 0NNNA mais elle le prononce comme Yona. Le robot essaie de lui expliquer mais est rapidement vaincu et nomme Yona. Yona accepte de recevoir leur aide et se dirige vers l'académie avec eux pour en savoir plus sur Blade et préparer sa défaite. Après un moment, ils s'assoient tous en classe. Alors que la nerd de l'académie, Elisa, prend les devants et commence à formuler un plan pour vaincre Blade. Blade est assis dans la pièce avec elle pendant que les filles demandent à Yona pourquoi elle s'en prend à Blade en premier lieu. Yona leur répond que Blade a infiltré sa zone privée et l'a harcelé de nombreuses fois. Elle n'avait donc d'autre choix que de le poursuivre pour l'éradiquer. Les filles regardent Blade avec des regards étranges, donc, il n'a d'autre choix que d'expliquer ce qui s'est passé. Il leur dit qu'il est allé à cet endroit avec une clé maîtresse qui lui a été accordée spécifiquement par Gilgamesh lui-même. Il était là pour récupérer quelque chose quand il est tombé sur les gardiens qui l'ont attaqué, donc il n'avait d'autre choix que de se défendre. Il a détruit les gardiens des centaines de fois mais il continuait à se régénérer, donc il a quitté la zone secrète et est revenu à la surface. Yona raconte une histoire similaire mais de son côté alors qu'elle se souvient à quel point c'était misérable pour elle, ce qui fait que toutes les filles sympathisent avec elle. Alors elle force Blade à sortir pendant qu'il marche avec colère. Cependant, Sophie le suit et demande à Blade si les gardiens peuvent être détruits. Blade lui dit qu'il pourrait l'être s'il éradiquait leur mère, l'être ou le système principal qui les contrôle, mais comme il n'est plus un grand héros, il n'a donc rien à craindre. Pendant ce temps, à l'intérieur de la classe, les filles demandent à Yona pourquoi elle a choisi de devenir une femme en termes d'apparence. Elle explique qu'après avoir analysé les humains, elle a conclu que les humains sont les plus protecteurs et gentils envers les femmes, c'est pourquoi elle a choisi cette forme. À part ça, Elisa lui pose quelques questions et après avoir fait de lourdes calculs, elle conclut qu'elle ne pourra jamais vaincre Blade. Yona n'est pas déçue car elle connaît déjà ce fait. En revanche, elle veut analyser un moyen pour l'empêcher d'être détruite par lui. Elisa fait d'autres calculs et ne parvient qu'à une seule conclusion, il faut qu'elle coupe son lien avec le système mère principale pour ne plus être indestructible. Les filles sont choquées et demandent que se passe-t-il si elle est détruite. Yona leur dit qu'elle ne reviendra jamais à la vie. Plus tard, Yona défie Blade en combat alors que ils se tiennent face à face dans l'arène. Tous les étudiants les acclament tandis qu'ils se sentent tous deux gênés en regardant la hauteur. Blade est sur le point de sortir son épée quand Yona lâche la bombe qu'elle n'est plus indestructible, ce qui fait que Blade s'arrête dans son élan car il ne peut jamais lui faire de mal sachant qu'elle cessera d'exister. Yona est heureuse de voir cela alors qu'elle continue de combattre Blade qui ne peut pas riposter par peur de l'anéantir pour toujours. Elle bat Blade jusqu'à ce qu'il accepte finalement la défaite, mettant ainsi fin à sa seule mission. Le lendemain, ils célèbrent tous la victoire d'Yona quand elle dit alors que sa connexion avec sa mère ne peut plus être rétablie. Et comme elle est désormais considérée comme un produit défectueux, elle est destinée à s'autodétruire dans 80 heures. Les filles s'inquiètent et lui demandent si elle connaît un moyen de changer cela, alors elle répond que c'est seulement possible si elle écrase son ordre avec un autre maître. Elle demande donc à Blade de devenir son nouveau maître. Au début, Blade hésite mais après avoir vu les expressions tristes de tout le monde, il accepte sa défaite et l'accepte comme sa nouvelle servante. Pendant les 2 jours suivants, Yona sert très bien Blade mais cela rend Sophie très jalouse qui considère également Blade comme son maître. Cela déclenche une compétition plutôt intéressante entre eux alors qu'ils se battent les uns contre les autres dans chaque domaine, du service, de la nourriture à Blade, en passant par le lavage de son dos dans le bain. Il réchaufferait même son lit s'il n'y avait pas le fait que Blade est un vierge qui ne sait rien des femmes. Plus tard dans la nuit, il regarde Blade s'endormir pendant que ils parlent de tout le plaisir qu'ils ont eu. Ils se racontent aussi leur passé, comme ils étaient si seuls avant. Que Blade les trouve et leur donne une raison d'exister. Cela crée un lien unique entre eux alors qu'ils deviennent de bons amis. Cependant, Blade vérifie le minuteur d'Yona et découvre qu'il n'est toujours pas arrêté et lui demande pourquoi. Yona les informe qu'il lui est impossible de modifier les instructions du système mère, donc elle n'a d'autre choix que de s'autodétruire. Cependant, elle les assure qu'elle le fera dans un endroit éloigné des gens pour ne nuire à personne. Mais avant cela, elle souhaite passer le dernier moment de son temps avec les étudiants ici, car elle les aime profondément. Pour donner à Yona des souvenirs heureux avant son départ, le groupe organise une fête pour rendre ce moment mémorable pour tous. Cependant, après un moment, il est enfin temps pour elle de partir alors qu'Yona se lève et s'en va derrière une barrière protégée pour s'autodétruire.
Elle dit à tout le monde qu'elle les aimait et qu'elle aurait voulu continuer à vivre avec eux, mais malheureusement, elle doit partir avant eux. Toutes les filles pleurent car elles ne veulent pas qu'elle parte, ce qui fait pleurer Yona aussi, alors qu'elle leur dit qu'elle veut aussi vivre. Juste au moment où tout le monde pensait qu'elle allait s'autodétruire, ils ont fermé les yeux et attendu l'explosion, mais rien ne s'est passé alors ils ont ouvert les yeux et ont trouvé Blade qui a rampé hors du sol et leur a expliqué qu'il avait supplié Mère de restaurer la connexion et de changer les commandes d'Yona. Yona devient immédiatement heureuse en sautant sur Blade et en l'étreignant fermement tout en l'étouffant avec ses énormes seins. Plus tard, à l'académie, un battle royal se déroule pour que les étudiants participent et acquièrent de l'expérience au combat sur un champ de bataille. Une activité qui était censée être amusante et excitante pour les étudiants est devenue un combat à sens unique lorsqu'on a ajouté un surhumain comme Blade dans le mélange. Après avoir éliminé tout le monde, Blade se tient là comme si de rien n'était. Cela rend tout le monde déprimé alors qu'il commence à encourager la seule dernière personne debout dans l'arène, et il ne s'agit de personne d'autre que Linerd. Entendre la foule l'encourager fait bouillir le sang de Linerd alors qu'il devient excité, et assez trompé pour penser qu'il peut battre Blade. Bien que Blade lui demande d'arrêter car ce n'est pas la peine, Linerd est trop excité à ce moment-là, donc il assure à Blade que non, je gagnerai et charge droit vers lui. Mais Blade se contente de faire un pas de côté pendant que Linerd rate l'attaque et tombe au sol en défaite. Si la défaite n'était pas assez douloureuse pour lui, Ernest le critique pour avoir perdu leur temps, car elle est enfin contente que ce soit fini et qu'elle puisse enfin manger. Linerd est complètement brisé à ce stade alors que Blade le soulève et lui demande de lâcher prise et lui assure de rester fier en disant qu'il est fort mais pas encore assez fort pour le battre. Plus tard, Maria prend sa douche quand Mao lui parle de son crush sur Linerd. Maria lui dit que ce n'est pas du tout ça alors que la scène se déplace vers Linerd qui est en train de contempler tout ce qui s'est passé dans sa chambre, tout seul. Il se maudit d'être trop faible et d'être une déception pour son seigneur Ernest. Cela lui fait réaliser toutes les fois où il a rivalisé avec Blade et comment il a perdu à chaque fois. Bien qu'il réalise qu'il est nul, il ne peut s'empêcher de rêver d'atteindre mieux. Alors il s'efforce encore plus et forge l'ultime arme dans l'espoir de vaincre Blade un jour. Le lendemain, Linerd est assis tout seul comme un pathétique perdant qui regarde des animes toute la journée et pourri dans le sous-sol de sa mère. Maria se trouve également là et s'approche de lui et elle lui demande pourquoi il est si contrarié. Linerd lui parle de ses problèmes tandis que Maria le console en disant qu'il est juste un personnage secondaire et que les gens ne se souviendront même pas de lui après avoir fini l'anime. Linerd le sait mais il veut quand même devenir un grand personnage secondaire comme Levi de l'attaque des titans, alors il demande de l'aide à Maria. Maria, qui admire son courage, décide de l'aider en lui apportant tout son soutien. Juste à ce moment-là, Elisa surgit de nulle part comme un prédateur chassant des mineurs dans la maternelle. Elle propose un plan à Linerd et lui demande d'organiser une réunion secrète avec tous les gens qui ont été abusés par Blade dans le passé. C'est ainsi que le conseil des perdants a commencé alors qu'ils discutaient tous de la manière de vaincre Blade dans un combat. Elisa suggère de mettre de côté leur fierté et d'opter pour des attaques surprises, car c'est la seule façon de vaincre Blade, même si le groupe est encore trop fier pour faire de telles choses. Lorsqu'Elisa leur demande s'ils peuvent avaler leur fierté et accepter un non comme réponse, elle les encourage à empoisonner Blade pendant son sommeil pour qu'ils puissent tous l'attaquer. Ils concoctent aussi de nombreux autres plans, mais tous échouent pour diverses raisons. Après tant d'échecs, le groupe décide d'élaborer un plan encore plus solide. Il se rappelle que la seule fois où Blade a admis sa défaite, c'était contre Yona. Cela rend Yona fière, alors que tout le monde applaudit comme si elle était Shinji d'Evangelion qui vient de sauver le monde de la troisième impact. Cependant, ils reviennent rapidement au point de départ et concluent que le seul moyen de vaincre Blade est d'utiliser la sympathie. Plus tard, selon le plan, Kassen, Clay et Linerd font irruption dans la salle de classe déguisée en terroristes. Ils kidnappent le professeur déguisé et jouent le rôle des méchants. Cependant, Blade ne comprend pas ce qui se passait. Demande à Arnist et aux autres ce qui se passe. Ils essaient d'expliquer à Blade, mais il est trop idiot pour comprendre. Le groupe réalise que ça ne va pas fonctionner, alors ils se résignent à la seule méthode qu'ils comprennent, se battre avec leurs mains, mais ça ne marche pas non plus. Comme toujours, et ils finissent par s'envoler comme la Team Rocket de Pokémon. Un jour, Blade et Arnist vont à leur siège après avoir acheté le déjeuner à la cantine quand ils entendent un bruit au loin. Ils vont à la source et trouvent des étudiants célébrant l'anniversaire de quelqu'un. Blade ne sait pas ce qu'est un anniversaire, ce qui fait que Arnist se sent mal à l'aise, car célébrer un anniversaire devrait être le droit de tous. Alors elle demande à Blade s'il sait quel jour il est né, mais Blade ne s'en souvient pas, donc Arnist n'a pas d'autre choix que de demander à Dionée, qui connaît Blade depuis l'enfance. Malheureusement pour elle, Dionée ne sait pas non plus, car ils ont trouvé Blade alors qu'il avait déjà 1 an. Ils l'ont trouvé avec une épée à côté de lui, alors ils l'ont appelé Blade. Arnist est déçu, mais elle se ressaisit rapidement en pensant qu'ils peuvent juste célébrer le jour où il a été placé en famille d'accueil par Dionée. Et les autres. Dionée lui dit que la date approche très bientôt. Elle leur rappelle aussi que Blade aurait 17 ans selon la chronologie, ce qui rend tout le monde encore plus impatient, car ils ont hâte qu'il ait 18 ans pour pouvoir le dévorer.
Le groupe réfléchit à ce qu'il pourrait lui offrir quand Arnist parle inconsciemment de curry tonkatsu, qui est le plat préféré de Blade. Cependant, Claire et les autres n'aiment pas cette idée car c'est trop simple. Arnist est une fois de plus déçu et s'apprête à penser à autre chose quand Gilgamesh apparaît de nulle part et loue Arnist pour avoir eu une idée aussi géniale. Il parle de la façon dont la nourriture est la plus grande chose qui existe et si une personne peut manger son plat préféré pour son anniversaire, rien ne pourra jamais le rendre plus heureux. Arnist est heureuse que quelqu'un pense comme elle, mais en réalisant que c'est Gilgamesh, elle s'attend à ce qu'il y ait un retournement de situation. Et juste comme Arnist s'y attendait, tous les étudiants sont appelés par Gilgamesh au bas de l'académie où ils se tiennent devant une immense porte mécanique qui semble tout droit sortie de Star Wars ou quelque chose comme ça. Juste au moment où ils s'apprêtent à lui demander ce que c'est, Gilgamesh ouvre la porte révélant un vaste monde à l'intérieur. Le groupe est choqué et ne peut pas comprendre comment une telle chose peut exister sous terre mais Gilgamesh leur rappelle que c'est un anime, et que tout ce qui se passe ici est illogique. Les étudiants sont éclairés et remercient le grand Gilgamesh pour ses paroles de sagesse, après s'être excusés et avoir attiré l'attention de tous. Il parle de son objectif de tous les faire venir ici. Il commence par présenter le monde qui se trouve devant eux, un monde préhistorique, rempli de bêtes et de plantes anciennes, selon ses calculs. Il y a environ 11 trillions de calories de nourriture dans ce monde ancien. Et leur but est de le réduire à 1/10 pour que l'écosystème puisse repartir à zéro. Après avoir donné à chacun leur mission, ils les expulsent et la porte se ferme. Ainsi commence la grande ère des étudiants, qui deviennent sauvages et nomades en chassant leur nourriture et en récoltant leurs légumes dans la nature. Le groupe se joint pour chasser, tandis que Jessica taquine un ancien sanglier géant et le fait courir après elle. Cependant, le sanglier veut quelque chose de plus, il poursuit donc Claire, mais Maria appelle Mao. Pour qu'il sorte, elle se transforme, vainc le sanglier et le ramène, pour qu'il puisse le cuisiner et préparer un délicieux repas. Ils emmènent le sanglier au camp où tout le monde est habillé de peaux d'animaux anciens, montrant leur sauvagerie. Même une princesse comme Arnist est habillée pareil, mais son charme est toujours aussi grand. Alors que tout le monde prépare la nourriture, Yona élabore des stratégies pour leur prochaine cible et comment atteindre leur objectif. Après avoir reçu les éloges de tout le monde, elle devient gênée et jure de travailler encore plus dur. Plus tard dans la nuit, Blade se rend à un petit étang pour prendre un bain agréable et relaxant quand Arnist apparaît derrière lui et demande si elle peut se joindre à lui. Blade lui donne la permission mais elle lui ordonne de ne pas regarder, pendant qu'elle enlève sa serviette et entre dans l'étang. Elle parle à Blade de combien cette aventure est agréable et relaxante et commence à lui demander s'il a déjà fait quelque chose comme ça auparavant. Cependant, Blade qui a passé toute sa vie à combattre des bêtes et des démons n'a connu que l'aventure toute sa vie. Il n'y a pas eu un jour où il a ressenti la menace sur sa vie, donc il n'a eu d'autre choix que de se battre et se battre pour survivre dans ce monde cruel. Arnist devient émotive après avoir entendu son histoire et ne peut s'empêcher de fixer sa cicatrice. Elle la touche et s'apprête à dire quelque chose quand Jessica et les autres sortent de derrière une pierre et lui demandent d'arrêter et de ne pas agir sur Blade dans le dos de tout le monde. Arnist réalise que c'est une émission familiale, alors elle se jette rapidement dans l'eau et essaie de se noyer de honte. Le temps passe très vite à mesure que la civilisation progresse, de l'âge de pierre aux infrastructures modernes. Blade et les autres se sont maintenant complètement habitués à vivre dans ce monde et n'ont aucun problème à continuer leur vie. Cependant, un jour, Gilgamesh s'approche d'eux et fait l'éloge de leur effort et les informe qu'il est très fier d'eux. Cependant, alors qu'ils se rapprochent de leur objectif initial, Gilgamesh veut accélérer le rythme et rendre les choses un peu plus épicées. Il leur assigne beaucoup de missions individuelles pour chasser des ingrédients spéciaux afin qu'ils puissent préparer un plat spécial avec eux. Il lance les missions pendant que tout le monde en attrape au moins une. Après avoir reçu les missions, il se dirige pour les accomplir alors que il cherche les ingrédients mentionnés sur la liste de primes. Le premier ingrédient est un chou empereur qui se trouve à l'intérieur d'une grotte. Bien qu'il soit nommé chou, en réalité, c'est un monstre végétal géant avec beaucoup de tentacules. Après avoir combiné leurs compétences, le groupe parvient à vaincre le chou et à se le procurer pour leur bien. Le prochain ingrédient est le maïs boxeur qui a l'air aussi drôle que son nom. Le champion de boxe du monde du maïs est Corny McGregor et son adversaire n'est autre que le garçon d'anniversaire lui-même alias Blade. Les deux côtés se battent férocement pendant de nombreux rounds avant que finalement Corny McGregor perde de quelques points et finisse par devenir un ingrédient à cueillir. Le prochain ingrédient sur la liste est des piments épicés qui sont récoltés par Ayana qui continue de pleurer malgré le fait d'être un robot. Ensuite, le groupe part à la recherche de plantes de tournesol mais au lieu d'être docile, elle les attaque avec des lasers, donc le groupe a du mal à en cueillir quelques-unes. Après cela, il récolte des carottes qui ont un effet d'attaque psychologique qui rend tout le monde fou mais Ayana est un robot donc elle n'a aucun problème avec ça. Après avoir récolté tous les ingrédients, le groupe rentre et se prépare pour le dernier, l'ingrédient qui est la chair du roi des bêtes. Cependant, alors qu'il se prépare à combattre le roi des bêtes, une bête encore plus grande le dévore et devient le nouveau roi des bêtes. Le nouveau roi des bêtes est super fort et tout le monde a du mal à le combattre.
Heureusement, Leonard intervient à la dernière minute et utilise sa nouvelle technique pour tenir la défense pendant que Blade se prépare pour son attaque de charge complète. Cependant, il sait que son corps ne pourra pas tenir longtemps, alors il demande à Maria, dont le corps est maintenant sous le contrôle de Mao, de lui donner un peu de son énergie. Cependant, comme elle ne peut pas le faire rapidement avec ses mains, elle l'embrasse et le transfère de bouche à bouche. Après avoir reçu l'énergie, Blade et Mao combinent leurs pouvoirs héroïques et démoniaques pour trancher le nouveau roi des bêtes en deux. Plus tard, la doctoresse vérifie l'état de Blade et lui annonce la bonne nouvelle qu'il peut maintenant utiliser 18% de son pouvoir au lieu des 15% précédents. Blade est de bonne humeur et se dirige vers la cafétéria pour prendre son déjeuner où tout le monde le surprend avec un joyeux anniversaire et lui offre son curry tonkatsu préféré préparé avec des ingrédients spéciaux. Blade goûte le curry et est sur le point de pleurer mais il se rappelle que Gilgamesh lui a dit un jour que les hommes ne pleurent pas, alors il se retient mais Gilgamesh reprend son décret et lui permet de pleurer à ce moment. Blade explose d'émotion alors que des larmes commencent à couler sur son visage. Il remercie tout le monde pour le cadeau et leur dit que c'est le meilleur jour de sa vie. Clay s'entraîne avec Blade alors qu'il utilise le mouvement d'une série dragon enseigné par Blade. Il utilise la technique plutôt bien et est assez fier de lui. Cassim l'applaudit aussi et le félicite quand Sophie arrive. Et utilise la même attaque beaucoup mieux que Clay. Cela brise la fierté de Clay alors qu'il était assez fier de lui il y a quelques instants. Cassim se moque même de lui quand il compare les deux mouvements, mais Blade lui demande d'arrêter, riant et leur ordonne de s'écarter alors que Sophie l'attaque soudainement. Blade est sur le point de se défendre mais une autre Sophie arrive et le protège. Entendant le tumulte, les autres personnes arrivent également et sont choquées de voir deux Sophies. Ils sont sur le point de demander ce qui se passe mais la fausse Sophie ne leur laisse pas le temps, et utilise les mouvements de la série Dragon pour créer une diversion et s'enfuit. Plus tard, dans un endroit inconnu, la fausse Sophie entre dans un bâtiment où encore plus de fausses Sophies l'attendent. Elle l'appelle et demande si la mission est complète. Un explique qu'elles ont encore besoin de plus d'informations et qu'il est difficile de mettre ce qui s'est passé en mots. L'une des fausses Sophie, Quator, s'approche d'elle et l'embrasse sur les lèvres pour apprendre ce qui s'est passé. Et ensuite, elle échange des baisers avec Sophie pour leur raconter aussi les détails. Ils organisent les informations et décident d'en apprendre plus à Blade avant de finalement le poursuivre. À l'académie, Jessica teste une arme fabriquée par Elisa et est assez surprise de voir son effet. Entendant les éloges de son invention, Elisa est très fière d'elle, mais Blade ne sait pas ce qu'il y a à louer, car c'est juste une simple utilisation de l'énergie spirituelle du feu. Elisa se fâche et lui dit que tout le monde n'est pas surhumain comme lui qui peut utiliser l'énergie spirituelle à sa guise. Blade est embarrassé et reprend son opinion. Juste à ce moment-là, Carter fait irruption dans l'arène d'entraînement, et se tient devant Blade sans aucune peur. Blade lui demande ce qu'elle veut, alors elle s'approche de lui, et répond qu'elle veut faire des bébés avec lui. Ernest et les autres rougissent après avoir entendu son commentaire et se mettent en colère contre elle pour avoir parlé comme ça en plein jour. Blade lui conseille aussi de ne pas utiliser de tels mots, car c'est une émission familiale, alors Court sort simplement sa faux et se prépare à exterminer Blade. Blade est déjà habitué à ce genre d'attaque, alors il sort son épée aussi et défend facilement son attaque. Carter réalise que la force ne fonctionnera pas sur lui, alors elle attrape sa main et la pose sur ses melons fermes et doux, qui sont encore en développement, mais qui se sentent plutôt agréables lorsqu'on les touche. Tandis que Blade profite de la sensation, Sophie arrivée gâche ce moment en demandant à Carter de lâcher Blade. Court sait que son temps est bientôt écoulé, alors elle s'enfuit et retourne à la base. Ensuite, ils dînent tous ensemble lorsqu'ils discutent de Sophie et de ses clones. Ils se demandent si ce sont ses sœurs, mais si c'était le cas, Sophie leur aurait parlé d'elle. Et ils ne comprennent pas non plus leur raison d'attaquer Blade. Une des filles se lève et exprime son opinion selon laquelle elles essaient peut-être de tuer Blade. Cependant, Ernest n'est pas impressionné par son avis, car ils veulent tous tuer Blade aussi et lui faire subir la défaite. Les filles sont choquées et se rassoient immédiatement, après avoir entendu leurs remarques sanguinaires. Cependant, Ernest prend cette affaire au sérieux et commence à réfléchir plus sérieusement, et en vient à la conclusion qu'ils essaient d'assassiner Blade. En entendant cela, Sophie qui les observait depuis le côté tombe et est contente qu'ils aient enfin compris. Pendant ce temps, dans le bâtiment inconnu, les clones de Sophie prévoient assassiner Blade et discutent de leur plan et des informations qu'ils ont rassemblées à son sujet. Plus tard dans la nuit, Blade dort paisiblement dans sa chambre quand Sophie s'introduit dans sa chambre, mais avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, Ayana l'arrête et lui rappelle d'éteindre son mode furtif la prochaine fois qu'elle entre dans la pièce, ce qui la rend prudente contre les intrus. Sophie s'excuse et demande à Ayana de protéger Blade en cas de problème. Ayana assure Sophie qu'elle protégera la vie de son maître à tout prix. Après avoir parlé avec Ayana, Sophie sort et trouve un qui l'attend dehors. Elle était là pour assassiner Blade, mais Sophie ne la laissera pas faire, alors elle essaie de l'affronter. Sophie n'est pas faible et elle est un produit complet, contrairement à un et aux autres qui étaient considérés comme des échecs. Après avoir échoué à faire quoi que ce soit, un s'enfuit en laissant Sophie derrière.
Le lendemain, dans une réalité virtuelle, l'un des clones de Sophie, Sync, arrive devant Blade et lui demande de se rendre et d'admettre sa défaite. Cependant, Blade l'appelle petite, ce qui l'offense. Elle commence donc à poursuivre Blade pour le tuer. Blade et Harness continuent de fuir, mais elle parvient à le rattraper et commence à le frapper avec ses puissantes poings. Elle continue de frapper Blade jusqu'à ce qu'il tombe finalement inconscient et se réveille dans le monde réel. Elisa et les autres célèbrent d'avoir enfin réussi à tromper Sync pensant qu'ils ont assassiné Blade, mais malheureusement pour eux, Sync réalise que c'était une arnaque et devient encore plus enragée. Dans sa rage, elle sème le chaos dans l'académie, donc Blade. Et les autres n'ont d'autre choix que de composer avec elle. Juste à ce moment-là, un autre clone de Sophie rejoint le combat contre l'académie mais, après avoir été battu par Blade et les autres, ils s'autodétruisent et se transforment en un trou noir, qui commence à aspirer tout sur son passage. Blade et les autres sont inquiets mais heureusement, Sophie arrive et absorbe le trou noir, sauvant à peine l'académie de tomber dedans. Cependant, cela consomme toute son énergie, donc elle s'évanouit. Mais Blade la rattrape et l'emmène à l'infirmerie. Plus tard dans la soirée, Sophie se réveille et trouve Blade assis à côté d'elle. Elle demande à Blade s'il y a eu des victimes mais Blade lui assure que tout le monde allait bien et seuls quelques étudiants ont été blessés. Sophie est soulagée, alors Blade lui demande des nouvelles des clones. Elle explique qu'à la différence d'elle, ces clones étaient défectueux et incapables de penser par eux-mêmes, donc ils étaient programmés pour traquer le grand héros. En revanche, Sophie a été sauvée par Gilgamesh et a reçu une nouvelle vie, mais ces clones n'avaient aucune chance de mener une vie normale. Elle étreint Blade et commence à pleurer, alors il la console jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir. Plus tard, Sophie sort seule pour lutter contre les clones afin que ses amis soient protégés de tout danger. Lorsqu'Arnist et les autres découvrent que Sophie a quitté l'académie seule, ils tiennent Gilgamesh responsable de cela. Cependant, Gilgamesh leur dit que Sophie est une adulte et qu'il ne peut pas la retenir. Chaque enfant doit grandir et sortir pour trouver sa propre vie. Arnist s'apprête à se fâcher contre lui, mais Blade lui dit que Gilgamesh est aussi impuissant. Cependant, Arnist n'est pas prête à abandonner, alors elle assure à Gilgamesh qu'ils la ramèneront quoi qu'il arrive. Gilgamesh est heureux de voir leur détermination, mais il leur demande s'ils savent quelque chose sur Sophie. Cela laisse Arnist et les autres perplexes, cependant Jessica lui dit simplement qu'ils vont chercher pour elle partout et la trouvera quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Sophie est également à la recherche de ses clones alors qu'elle les cherche partout. Ce jeu du chat et de la souris continue jusqu'à ce qu'Arnist et les autres finissent par trouver Sophie et lui demandent pourquoi elle s'enfuit. Sophie réalise qu'elle ne peut pas cacher son passé, alors elle leur explique qu'elle est une humaine créée à la suite d'un programme héroïque artificiel. Elle était le 12e échantillon et avant elle, il y avait d'autres aussi mais ils étaient considérés comme des échecs. Elle était trop un échec mais Gilgamesh l'a sauvée, a mis fin à l'opération, et a emprisonné tous ceux qui travaillaient sur cette expérience. Cependant, d'une manière ou d'une autre, certaines personnes ont réussi à s'échapper et le résultat était synchronisé et d'autres qui ont été créés à partir du résultat. Arnist et les autres peuvent comprendre son rôle mais ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils s'en prennent à Blade. Blade craint que sa couverture ne soit exposée mais Arnist et les autres sont trop idiots et ne peuvent pas le lier à un grand héros. Cependant, ils assurent à Sophie qu'ils l'aideront à retrouver ses clones et à s'en occuper. Alors ils lui demandent de leur laisser cela. Blade lui demande aussi la même chose, alors elle accepte et laisse cette affaire entre leurs mains. Dans la planque, un reçoit le défi de Blade pour un combat et l'accepte alors qu'il se dirige vers l'arène pour l'affronter. À l'arène, tout est prêt, Blade attend le clone de Sophie et, comme prévu, ils arrivent tous les 5 et préparent à finir l'histoire de Blade une bonne fois pour toutes. Cependant, en tant que personnage principal, Blade ne sera pas vaincu si facilement, alors il utilise toutes les techniques dans son arsenal pour lutter contre eux. Un par un, il s'occupe d'eux jusqu'à ce que il ne reste plus qu'un, qui se tient face à lui. Blade lui demande si elle en a fini et, au lieu d'utiliser ses pouvoirs ou de l'attaquer, elle sourit et lui dit qu'elle a effectivement terminé, elle tombe et informe Blade que leur durée de vie n'est que de 14 jours et maintenant que le soleil s'est déjà couché. Cela va se terminer très bientôt. Blade leur demande s'il existe une méthode mais malheureusement, ils ne savent rien et se préparent à mourir ici. Sophie s'approche d'eux et demande à Blade de les rassembler tous ensemble. Puis elle utilise sa technique pour combiner tous leurs pouvoirs et esprits en une seule énergie, et l'absorbe afin qu'ils puissent vivre d'une manière ou d'une autre. Plus tard, Blade se remet de ses blessures lorsque Sophie entre dans la pièce. Cependant, son aura et son expression sont celles d'un, donc Blade. Il la reconnaît immédiatement et lui demande si ça a marché. Un lui confirme que ça a bien fonctionné et que nous pouvons tous prendre le contrôle du corps de Sophie et vivre à l'intérieur d'elle. Après avoir dit cela, Sophie reprend le contrôle et salue Blade en le remerciant pour tout.